Et ces différentes tensions, ces différents effets de vague, en tout cas ces différentes distinctions, peuvent poser des problèmes et posent des problèmes politiques. Premièrement, elle nous amène à penser que la citoyenneté est elle-même un concept ambivalent. La citoyenneté, comme je l'ai dit, c'est un critère d'inclusion, mais aussi un critère d'exclusion de la communauté. D'inclusion et d'exclusion sociale et d'inclusion et d'exclusion juridique. D'inclusion et d'exclusion sociale, tout d'abord. Quand on dit, par exemple, que la citoyenneté, c'est un ensemble de formes culturelles, un ensemble de formes patrimoniales que nous avons en commun, c'est vrai, c'est sans doute vrai. Et quand on les explique que la culture, c'est un ensemble de formes de transmission, mais aussi, par exemple, une manière de nous encourager justement à participer dans la mesure où la culture suscite, augmente, nourrit notre esprit critique, c'est vrai, mais ces différentes formes culturelles, ce sont aussi des formes dont on dispose ou dont on ne dispose pas, qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Et donc, si la citoyenneté, c'est un ensemble de formes culturelles partagées, ces formes culturelles partagées, elles incluent et elles excluent, et l'un est indissociable de l'autre. Sans doute que vous trouvez mon exposé déjà à ce stade un peu soporifique. Si j'étais monté sur cette estrade habillé en gothique, vous m'aurez trouvé moins soporifique peut-être, en tout cas dans un premier temps, l'effet se dissipe vite, mais c'est très certainement moins légitime. Très certainement moins légitime. Pour prendre un autre exemple, si par exemple la culture c'est un facteur de citoyenneté, si par exemple le cinéma est un élément de la culture, et si par exemple je vous dis qu'il faudrait apprendre l'œuvre de Stanley Kubrick dans toutes les écoles, parce qu'on ne peut pas comprendre la politique contemporaine aujourd'hui sans comprendre l'œuvre de Stanley Kubrick, certains d'entre vous diront « mais oui, bien entendu, c'est un facteur de citoyenneté, mais oui, bien entendu, comprendre Kubrick, c'est comprendre l'Occident finissant et le stade ultime du capitalisme, peut-être, mais ne pas comprendre Kubrick, ce qui est quand même le cas de pas mal de gens ici, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de voir sans doute 2001 l'Odyssée de l'espace avant de décrocher après une demi-heure, c'est le cas de tout le monde ici, ne mentez pas. Eh bien, ça signifie que si on se sent privé de Kubrick, eh bien, quelque part, de Kubrick et de plein d'autres, on ne fait pas partie d'un certain milieu de discussion. Et c'est le propre de l'ensemble des formes culturelles. Et de manière générale, de l'ensemble des formes de vie communautaire. Faire ou pas partie d'une culture religieuse, faire ou pas partie d'une culture sexuelle majoritaire, faire ou pas partie d'une culture linguistique majoritaire. En faire partie, c'est faire partie de la communauté. Ne pas en faire partie, c'est ne pas en faire partie, c'est ne pas faire partie de la communauté. Inclure des gens dans ces communautés, c'est permettre d'inclure plus de gens dans la communauté majoritaire. Mais c'est aussi cesser de donner vie aux cultures minoritaires. Ce qui crée un dilemme assez classique, c'est-à-dire soit on valorise les différentes cultures minoritaires, et c'est peut-être une bonne chose, mais alors quid de la capacité à rassembler le plus de gens possible autour de formes de vie partagées? Et à l'inverse, si on essaie de favoriser la mise en place de formes de vie partagées, quelle place est-ce qu'on donne aux cultures minoritaires? Et c'est particulièrement le cas, d'un point de vue plus politique, quand on essaie de définir, par exemple, que sont les valeurs d'un bon citoyen. Ce qu'on appellerait en France, par exemple, les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité, valeurs de la République censées concaténer l'ensemble des citoyens français dans un certain nombre autour d'un certain nombre de principes, les valeurs de la laïcité étant censées poursuivre le même objectif. La question est, qu'est-ce qui se passe lorsque des citoyens français disposant d'un statut juridique de citoyen français, faisant partie de la société française, décident de n'en avoir que faire des valeurs de la laïcité ou que faire des valeurs de la République? Comment est-ce qu'on construit la citoyenneté autour de ce type de tension? Et comment est-ce qu'on construit la citoyenneté autour de ce type de tension? Dès lors que j'insistais que la citoyenneté c'est aussi un statut social, que la citoyenneté doit faire avec ce qu'on appelle des phénomènes de marginalisation. Quand on parle de citoyenneté, on parle d'inclusion et d'exclusion, on parle d'octroi ou de non-octroi d'un certain nombre de droits, et puis il y a des phénomènes qui procèdent en partie de ces deux premiers phénomènes, c'est ce qu'on appelle la marginalisation. Alors c'est quoi la marginalisation?
C'est un mot qu'on utilise peu, la marginalisation. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise peu, le terme de marginalisation? On parle de précarisation, on parle de paupérisation, on parle de tout, mais on ne parle pas de marginalisation. Pourquoi? Parce que la marginalisation, par définition, c'est lorsqu'une personne se situe aux marges de la société. C'est quand une personne n'est pas visible, n'est pas audible, ne fait pas partie du paysage de la société. On ne parle pas de la marginalisation tout simplement parce que par définition, les personnes marginalisées ne sont pas là. Elles ne font pas partie de la société. Elles font doublement pas partie de la société. Une personne exclue, on la voit, elle est exclue. Une personne marginalisée, on ne voit pas qu'elle est exclue. Elle est en dehors, c'est comme un carrier à Thomas, elle est en dehors du cahier, elle est dans les marges. Les perdants, il y a des gagnants, les perdants du libéralisme économique, est-ce qu'ils sont visibles? Les perdants de la mondialisation, est-ce qu'ils sont visibles? Des gens qui sont considérés comme étant sans, absolument hors du système, est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce que, par exemple, des personnes prostituées sont visibles dans la société? Est-ce qu'on s'interroge sur le fait de savoir si elles sont citoyennes? Est-ce que des prisonniers sont citoyens? Est-ce que des clochards sont citoyens? Ils sont des gens, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains avec des droits. Ce sont des êtres humains à qui on va même donner de la nourriture et peut-être même de l'argent. Mais est-ce que ce sont des citoyens? Ce sont des questions auxquelles on ne répond même pas par oui ou par non, parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas. On ne se demande jamais si une prostituée est une citoyenne, on ne se demande jamais si un clochard est un citoyen, on ne se demande jamais si un prisonnier est un citoyen, et même on se demande, ou on se demande trop tard, si les fameux déplorables auxquels Hillary Clinton faisait allusion lorsqu'elle parlait de l'électorat putatif de Donald Trump, est-ce que ce sont des citoyens? Elle s'est rendue compte un peu tard que non seulement ils étaient citoyens, mais ils votaient. Et donc, à ces phénomènes d'inclusion et d'exclusion sociale, se superposent par ailleurs des phénomènes d'inclusion et d'exclusion juridique. Si un citoyen, c'est quelqu'un qui dispose d'un certain nombre de droits, qu'est-ce qui fait qu'on a la personnalité juridique? Alors ça semble évident, il faut être vivant, viable, disposer de ses capacités, plus ou moins, imaginons. Mais même ça, ce n'est pas évident. Est-ce que des personnes à venir peuvent se voir reconnaître un statut de citoyen? Est-ce que des handicapés mentaux peuvent se voir reconnaître un statut de citoyen? Est-ce que des animaux peuvent se voir reconnaître un statut de citoyen? Si le statut de citoyen est associé à la possession d'intelligence, imaginons que dans un scénario de science-fiction, l'intelligence artificielle, la notion même d'intelligence artificielle ait un sens, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir quelque chose d'artificiel qui soit intelligent, il puisse y avoir une intelligence qui puisse être créée artificiellement, eh bien, est-ce que ces intelligences artificielles pourraient avoir un statut de citoyen? Alors ça, ce sont des questionnements un peu putatifs, mais de nouveau qui s'appliquent aux catégories que je viens de citer. Dès lors qu'on associe la citoyenneté souvent à la possession d'un certain nombre de capacités, et particulièrement de capacités morales. De nouveau, est-ce que les prisonniers sont des citoyens? Est-ce que les chômeurs sont des citoyens? S'ils ne sont pas capables de se prendre en main, est-ce qu'on doit les considérer comme des citoyens? Alors aujourd'hui, de plus en plus, la réponse est oui, s'ils se responsabilisent. C'est-à-dire s'ils parviennent à montrer qu'ils sont quand même capables d'être citoyens. Donc maintenant, vous savez que quand quelqu'un se présente aux élections et dit « Vous savez, je crois que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus de politique, ce n'est même pas plus d'efficacité économique, ce qu'il nous faut, c'est renouveler tout de fond en comble. Ce qu'il nous faut, c'est davantage de citoyenneté dans le vivre ensemble. Et un vivre ensemble qui, noué dans des formes de partenariat horizontales, nous permettent de réinventer la citoyenneté. Eh bien, vous savez que vous devez tous lever votre bras et dire « Oui, mais tu parles de quoi ?» Parce que Michael Modric-Kamen peut parler de citoyenneté, Raoul Edebeau peut parler de citoyenneté, et Benoît Ludgen peuvent parler de citoyenneté, et les trois seront absolument convaincus que leur conception de la citoyenneté est absolument pertinente.